Chers amis, comme depuis la nuit de jeudi à vendredi, nous vivons des moments difficiles, que la radiologie vit des moments difficiles, il est important de se retrouver en famille. Et aujourd'hui, grâce à Alain et Marc, on a beaucoup de chance d'être reçus dans une atmosphère conviviale et amicale. Et je leur remercie très sincèrement et du fond du cœur. On va attaquer la session suivante et on reconnaît tout de suite l'esprit taquin de Alain et de Marc avec une question très provocante. Éric, je te préviens, je vais prendre la parole un petit moment. Tu as le temps de te préparer. Qui est imagerie interventionnelle en radiologie ou au bloc. Alors on va juste faire un tout petit rappel pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce que sont les normes aujourd'hui d'environnement opératoire, pour que vous soyez bien au courant. Avant on parlait de criticité, depuis 2013 c'est terminé, on parle maintenant de risque, et ce risque va de 1 à 4. Le risque 4, c'est celui de la chirurgie prothétique, et ça s'accompagne de normes à l'intérieur, en particulier pour le renouvellement d'air, qui s'appelle les normes ISO, qui ont trait à l'infection du site opératoire. Et la norme ISO pour un risque 4, c'est une norme ISO numéro 5. Ça devient un peu plus compliqué quand on regarde ce qui se passe ensuite pour nous. Globalement, radiologue interventionnel, nous travaillons généralement dans des environnements opératoires de risque 3, avec une norme ISO qui est une norme ISO 7. Voilà, ça c'était les points techniques, comme ça on parlera tous de la même chose. Alors après, il y a quelques questions et quelques points importants dont j'imagine nos trois orateurs vont parler, qui sont celui de l'hygiène, et donc la définition des actes pour lesquels on a besoin, donc on le voit, d'un environnement opératoire d'une norme ISO spécifique. Quelles sont les structures, quel type de structure doit être équipée d'un bloc, entre guillemets, interventionnel, et quels sont les modes de prise en charge que nous souhaitons y voir apparaître dans ces structures de type bloc interventionnel. Alors, est-ce qu'on a la nécessité dans notre environnement de partager l'activité diagnostique et l'activité interventionnelle? Est-ce qu'on a la nécessité d'avoir plusieurs types de modes de prise en charge sur la même structure, de type urgence ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle, et donc actes programmés? Est-ce qu'on a pour ces actes la nécessité d'un recours aux équipes d'anesthésie? Quels sont les actes dans notre établissement qu'on doit être conduit à réaliser dans cet environnement? Est-ce que ce sont des actes de non-radio interventionnels? Est-ce que ce sont des actes d'oncologie interventionnelle? Est-ce que ce sont des imageries oncologiques interventionnelles, pardon? Est-ce que ce sont des actes endovasculaires et de la prise en charge des urgences? Voilà, donc il y a beaucoup de questions dont on espère que nos trois orateurs nous permettront à la fin de donner des conclusions, ou en tout cas des grandes lignes, et je vais vous donner, puisque j'ai la parole, ma conclusion. Ma conclusion, c'est que les pseudo-experts de la logistique hospitalière, et en particulier de la logistique chirurgicale, personnellement, je n'en ai pas grand-chose à faire. Je pense que nous avons besoin tous de nous relever les manches et de travailler pour faire en sorte qu'on dispose d'études médico-économiques qui nous permettent, nous radiologues, de proposer à nos établissements un environnement et des structures qui nous permettent de travailler de façon fiable et efficace en respectant notre métier, c'est-à-dire nos spécificités en radioprotection et en guidage, et bien sûr dans tous les actes interventionnels. Voilà, on va modérer cette session avec Sophie Aufort, qui est radiologue libérale, qui travaille à Montpellier, avec qui tous les deux nous menons en ce moment pour la spécialité radiologique les négociations à la DGOS pour la mise en place d'une autorisation d'activité interventionnelle. Et nous avons donc le premier orateur, Sophie. Le professeur Eric de Kervillers de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ok, merci. Jean-Michel, tu étais exceptionnellement bref, je te félicite. Donc d'abord, ma présentation, ça va être les nouveaux appareils pour de nouvelles indications, et évidemment, je voudrais remercier Alain et Marc qui vont me permettre de terminer le topo que j'avais commencé il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, ils m'avaient demandé pour moi quelle était la configuration idéale d'un scanner interventionnel, et j'avais introduit un concept qui était le concept du virage du scanner. Et le virage du scanner, c'était V pour visualisation, c'est-à-dire je voulais avoir un grand écran, on voit tout. Interactivité, c'est-à-dire pouvoir réagir facilement avec la machine. Rapidité, j'aime pas attendre. Des normes d'asepsie importantes, ça Jean-Michel l'a rappelé. Système de guidage et de l'espace pour travailler. Donc on va voir où on en est. Et puis je dirais à l'heure actuelle, on arrive à un rapprochement de 2 mondes, parce que en radiologie interventionnelle, il y avait vraiment, à part quelques équipes qui ont d'emblée grandi avec les deux techniques, mais
il y avait souvent deux mondes. Il y avait le monde des cathétériseurs qui montaient des nouilles, et puis il y avait les needlers qui mettaient des aiguilles en percutané. Et en fait, assez rapidement, les cathétériseurs se sont mis à rêver ils avaient l'imagerie planaire, mais ils se sont mis à rêver du 3D. Et ils se sont dit, comment je peux atteindre ce Graal qui est le 3D? Et finalement, ils se sont dit, c'est assez simple, je vais faire tourner mon arceau, et puis en faisant tourner mon arceau, je ferai comme un scanner, et j'aurai un 3D. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui travaillaient sur le scanner, qui étaient très bons en imagerie de coupe, et puis ils se sont dit, mais il y a un moment, je rêverais quand même d'avoir une imagerie dynamique, parce que le scanner, c'est bien, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, ils ont rajouté des petits arceaux. Et en fait, maintenant, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le concept où il n'y a pas de frontières. En fait, on a deux machines. On a une machine comme ceci qui est sur des rails. On a un arceau, mais qui n'est pas un simple arceau de bloc opératoire, qui est une véritable salle d'angiographie avec capteur plan. Et puis, si on veut aller encore un petit peu plus loin, c'est même plus que trois concepts, puisque c'est même plus que deux concepts, c'est trois concepts, puisque à ce moment-là, on a le dernier élément qui est la sonde d'échographie. Alors, voici l'installation qu'on a eue. On était la première installation en France, donc la voici, c'était le scanner. Alors, la variable d'ajustement dans cet équipement, c'est le scanner, puisque vous avez deux modèles. Un modèle avec 320 coupes, dont vous parlera Afshin tout à l'heure, je pense, et puis moi, j'ai le modèle avec 80 coupes. L'appareil d'écho, qui est un appareil d'écho de haut de gamme. L'installation, c'était en janvier 2017, et puis jusqu'à maintenant, en 2017, on a réalisé 1223 procédures. Alors voilà la salle, et pour rebondir sur les remarques de Jean-Michel Bartoli, c'est une salle de radiologie, une salle qui est installée dans le service de radiologie, elle n'est pas installée au bloc opératoire, et c'est une salle qui est aux normes ISO 7, donc qui peut permettre de faire des actes jusqu'au niveau 3. Donc voilà le grand écran. Dans la mesure où ça gère toutes les entrées numériques, on peut absolument mettre tout ce qu'on veut, des signaux ECG, des reconstructions, la dose ici, le live, la référence, le scanner. S'il n'y a absolument aucune limite, ou alors sinon, si on rajoute beaucoup de sources après, on a des images qui sont toutes petites. Donc ça, c'est le côté pile. Voilà le côté face, donc une salle qui est quand même assez grande pour pouvoir mettre pas mal de matériel, une grande baie de vision ici qui nous permet de travailler. Et puis surtout, on peut promener l'arceau un peu dans toutes les positions, en bout de table ici, comme une table de vasculaire normale, de ce côté-là, de l'autre côté. Et puis le scanner bouge avec un déplacement qui est assez conséquent. Et vous voyez, quand vous regardez la table ici, ça n'a rien à voir avec une table de scanner normale, c'est un plateau flottant tel qu'on peut l'avoir dans les salles de vasculaire. Alors, l'impact sur l'activité, vous avez ici l'augmentation, la croissance qu'on avait en gros entre 2008 et 2016. Vous voyez, on avait une croissance en moyenne de 7% par an. Avec l'arrivée de ce nouveau scanner, on a plus que doublé la croissance, qu'on a fait augmenter de 17% les activités dans les gestes interventionnels dans l'année. Et surtout, ce n'est pas tellement le nombre qui est important, c'est la complexité. C'est-à-dire que ce que vous avez en bleu ici, ce sont toutes les biopsies qui sont vraiment notre quotidien dans un hôpital qui gère de la cancérologie. On a énormément de biopsies. Mais ici, ce sont tous les actes avancés. Et vous voyez que cette part-là du camembert est beaucoup plus importante maintenant qu'elle l'était auparavant. Alors, je vais répondre aux différentes questions qu'on m'a posées quand je me suis lancé dans ce projet-là. Au début, on m'a dit, est-ce que ce n'est pas un caprice de diva? Parce que j'étais le premier en France. On m'a dit, tu as vraiment besoin de ça, toi, à Saint-Louis. Il y a d'autres centres qui en ont peut-être plus besoin. J'ai dit, non, ce n'est pas un caprice de diva. Et puis, même si c'en était un, à un moment, on se dit, une fois qu'on l'a, on se dit, il va falloir travailler. Et clairement, j'avais beaucoup plus de temps de libre pour moi quand je n'avais pas cette machine-là. Alors, ensuite, les questions qu'on me pose régulièrement, que me posent mes collègues, je vais essayer de vous répondre maintenant, c'est quel est l'impact du statif mobile? Combien de temps pour passer d'une modalité à l'autre? Quelles utilisations pour l'angio-CT? Quand utiliser le scanner et quand utilisez-vous le cone beam? Pourquoi pas un scanner avec un arceau, finalement, tout simplement? Et quel type de scanner, quel type de détecteur? Donc, il faut faire attention, quand on a un scanner et qu'on fait de l'interventionnel, on a souvent des câbles CG à gérer, des tuyaux d'oxygène, les sondes d'intubation des anesthésistes, on a les câbles des radiofréquences, les câbles pour la cryo. Et en fait, ici, c'est quelque chose qui est complètement différent. Vous avez un exemple ici, vous voyez, le patient ne bouge pas, c'est le statif qui se déplace et vous avez les images. Donc on peut faire autant d'allers-retours qu'on veut, on a une couverture anatomique qui est suffisamment importante pour faire la totalité de nos gestes interventionnels et on ne risque pas d'arracher les câbles. Simplement, il faut prévoir, il faut anticiper dans le déplacement du statif pour vérifier qu'il n'y ait pas de collision avec nos différents matériels.
Donc ça permet, même pour des procédures compliquées comme celle-ci, une grosse ablation d'une tumeur rénale. Vous voyez, on met beaucoup d'aiguilles en place. Et vous voyez, il y a de la place. Je disais, je rêvais d'un scanner où on avait une ouverture suffisamment grande. Pour faire de la radiologie interventionnelle, il faut beaucoup de place. Et on peut mettre vraiment beaucoup d'aiguilles dans cette tumeur du rein ici. Et puis les aiguilles sont mises en place, elles ne bougent pas. Et c'est le statif qui se déplace en Z pour pouvoir réaliser les images. Alors après, quand on a deux machines qui sont couplées, deux machines de très bonne qualité, parce que là encore, ce n'est pas un compromis, ce n'est pas un petit arceau de bloc opératoire, des fois on se dit, mais finalement, est-ce que je vais partir sur le scanner, est-ce que je vais partir sur l'angio? Eh bien en fait, souvent on hésite, et puis des fois on prend l'un, puis en cours de route on a envie de changer, on bascule sur l'autre. Alors la question, c'est combien de temps on met pour switcher d'une modalité à l'autre? Eh bien je dirais, ça dépend essentiellement du fait, si vous avez prévu cette éventualité, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous allez voir, ce n'est pas plus de temps qu'avec un arceau classique, parce qu'on peut mettre, si tout est prévu, 15 secondes maximum. Le 15 secondes, qui sont les 15 secondes pour déplacer le plateau flottant d'une modalité à l'autre. Alors, si vous êtes très pressé, mais le patient risque d'être un petit peu secoué, vous pouvez mettre 5 secondes. Mais sinon, globalement, on met à peu près, on déplace le plateau flottant en 15 secondes et ça marche. Et puis, si jamais on n'a pas du tout prévu d'utiliser l'arceau et que l'arceau est en position parking, et bien à ce moment-là, pour l'amener à côté du scanner, ça prend un petit peu moins d'1 minute. Je vais vous montrer un exemple ici. Là, nous sommes en mode scopie. Donc on réalise les images de scopie sur un geste vertébral. Vous voyez, on déplace, le lit est déplacé à la main, on met en position du scanner et on réalise l'acquisition au niveau du scanner. Donc c'est très 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 rapide et en tout cas c'est au moins aussi rapide qu'avec un arceau. Alors, quelles utilisations? Je dois dire qu'au début, moi, je n'avais pas tellement l'habitude de cette configuration-là, et au début, on utilisait la machine exclusivement, soit on avait la machine dans une seule salle, donc c'est pratique d'avoir en fait deux modalités en une, et on utilisait beaucoup l'angio d'un côté et beaucoup le scanner de l'autre. Et puis en fait, petit à petit, on fait un mix, et il y a pas mal de procédures maintenant sur lesquelles on utilise les deux, voire le troisième qui est l'échographe. Et donc on a cette espèce de monstre hybride qui permet de faire un petit peu n'importe quoi en interventionnel. Alors, quelques exemples pour vous montrer comment on peut s'en servir. C'est un patient qui avait une entérocystoplastie, qui avait une dilatation des cavités rénales. Évidemment, les urologues n'arrivaient pas à cathétériser les uretères pour mettre en place des sondes double J. Et donc, on a fait un premier abord ici sous échographie pour piquer le système collecteur inférieur. Et puis, on a mis en place la sonde double J. Et puis ensuite, on voulait faire la même chose en écho avec l'autre système collecteur, mais vous voyez qu'il y avait des anses digestives qui s'interposaient. Donc, on a préféré le piquer sous scanner. Et puis finalement, on opacifie et on met en l'arc la deuxième sonde double J. Donc vous voyez un exemple très simple, on a les trois modalités sous la main et ça fait gagner un temps précieux. Ici un autre exemple, c'est une pauvre fille qui avait été abandonnée à la naissance par ses parents parce il y avait deux jumelles, il y en a une qui était normale et une qui avait une extrophie vésicale. Celle qui était normale était gardée par les parents, l'autre a été abandonnée. Et du coup, elle a développé une insuffisance rénale. Elle a quand même eu une transplantation rénale, mais elle n'a pas eu de chance. Le transplant rénal, l'urtère du transplant rénal s'est sténosé pour ischémie. Et donc, voilà, on avait cette situation-là, deux petits reins natifs complètement atrophiques et qui ne servaient plus à rien, un greffon rénal qui était mis ici, et puis rapidement, elle développe une sténose ischémique de son urtère, le greffon rénal qui se dilate, une néphrostomie qu'on a posée, et la question de l'urologue, c'est « moi, j'aimerais bien récupérer cette urtère-là pour le rejoindre avec celui-là, puisque cette partie-là était absolument perdue. » Donc l'idée, c'était « mets-moi en place une sonde double J ici pour pouvoir réunir les deux urtères. » Donc on a pris, vous voyez, les reins sont très très petits. Quand on pique dans ces cavités-là, il n'y a pas d'urine, on a une espèce de liquide visqueux, parce que c'est des reins qui sont complètement déshabités. La question, c'était est-ce que l'urtère natif est encore perméable? Donc on a piqué dans le rein, et puis finalement on a mis le guide en place. On est descendu, on a réussi à opacifier. Et puis finalement, vous voyez, on a largué une sonde double J, et à la fin, l'urologue a été capable de rejoindre cette urtère-là parce qu'il le sentait en péropératoire, il sentait la sonde double J, il l'a anastomosé avec l'urtère ici, et nous avons une patiente qui était absolument ravie parce que c'était sa dernière chance pour sauver son greffon. Autre procédure qu'on réalise de temps en temps, greffe d'îlot de Langerhans. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique en quoi ça consiste. Un patient diabétique très sévère, insuffisant rénal, l'idée c'est de prendre un pancréas de donneur cadavérique, d'isoler les îlots et de les infuser au niveau du tronc-porte. À ce moment-là, les îlots de Langerhans vont coloniser le foie, et ensuite, le foie va sécréter l'insuline.
Encore un exemple, on réalise une acquisition scanner tout à fait normale, parce que ça fait des scanners tout à fait normaux, cette machine-là. Et puis ensuite, à partir de là, de cette acquisition 3D, on extrait un volume ici, qui nous donne une cartographie de la vascularisation porte. Et puis on pique sous échographie, mais en temps réel, on peut également contrôler parfaitement la progression de l'aiguille et du cathéter sous scanner. Et puis à la fin, on descend dans le tronc-porte des guides, et puis finalement, on transplante les îlots de Langerhans dans le foie du patient. Et vous voyez ici, tous les petits points que vous avez ici dans cette tubulure sont les petites cellules de Langerhans qui vont coloniser le foie. Alors, est-ce qu'il faut... dans combien de temps, combien de fois on utilise un scanner et... dans combien de temps on utilise un scanner et dans combien de fois on utilise le cone beam? Clairement, on n'utilise jamais le cone beam. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure qualité d'image avec le scanner, c'est beaucoup plus rapide avec le scanner, et puis il y a un champ de vue qui est beaucoup plus grand. Vous voyez ici une espèce de troncature ici en bordure de champ avec le cone beam, alors qu'on n'a pas ce problème-là avec le scanner. Et puis ce qu'il faut bien dire, c'est que le cone beam, il y a un temps d'acquisition qui est plus long, on en a parlé tout à l'heure, et pour des organes qui bougent, ça peut être critique. Vous avez une acquisition scanner ici, une acquisition cone beam ici, cette acquisition-là est beaucoup plus reproductible. Il y a une dose qui est moindre avec le scanner qu'avec le cone beam, on peut faire du multiphase, et puis tous nos patients sont suivis avec des scanners et pas avec des cone beam. Donc là encore, je suis un fervent défenseur du scanner. L'apnée, je vous l'ai déjà dit, c'est mieux avec le scanner. Donc la dose, la vitesse et puis le champ de vue, parce qu'avec un petit champ de vue, on perd certaines informations et des informations en périphérie de champ qui peuvent être intéressantes. Alors pourquoi pas un scanner avec un arceau mobile, comme certains centres ont? Et bien, tout simplement, il y a pas les deux machines ne se parlent pas du tout, donc il n'y a pas de co-registration, on ne peut pas stocker des positions d'arceau, il n'y a pas de plateau flottant, il y a des risques de collision, les protocoles sont finalement assez limités. Et puis les arceaux mobiles sont souvent des vieux arceaux de bloc qu'on vous refile, qui ne sont pas des arceaux à capteur plan et qui sont de qualité bien moindre. Alors quel type de scanner? Là ça encore, c'est un choix. Vous savez qu'avec ce genre de table, on peut avoir des scanners de 64 coupes jusqu'à 320 coupes. Alors c'est dire pour les procédures qui sont dans le plan, ça n'a absolument aucune importance, parce que vous avez une coupe centrale ici avec votre aiguille, puis vous avez une coupe au-dessus, une coupe en dessous. Ça ne pose pas de problème. Là où ça commence à devenir critique, c'est quand vous voulez faire des ablations tumorales ou des procédures en 3D. Là, si vous voulez une grande couverture anatomique, avec le 80 coupes que j'ai, moi j'ai une couverture de 40 mm. C'est-à-dire que si je veux avoir tout ce volume-là, je suis obligé de faire deux tours d'hélice au lieu d'un. Alors qu'avec un scanner à large détecteur, une seule rotation suffise. Voilà l'incidence. Ici, moi, ça va me prendre, sur mon scanner, 0,5 secondes. Si je fais 80 mm, ça va me prendre 1 seconde. Si je fais 160 mm, ça va me prendre 2 secondes. Eh bien, sur le scanner d'Afshin ou de Boris Gugu à Montpellier, qui sont des scanners à large détecteur, ça prend 5 secondes, ça prend également 5 secondes, et ça prend également 5 secondes. Donc là encore, si vous voulez faire de la volumétrie plus souvent que de l'interventionnel dans le plan, il faut peut-être choisir ce type de scanner. Néanmoins, vous voyez qu'avec 4 cm de couverture anatomique, on fait pas mal de choses. Ici, c'est une procédure de vertébroplastie. Vous voyez, on gère très bien l'obliquité. On ne l'aurait pas avec des coupes exactement planaires horizontales, mais avec ce petit volume, on peut tout à fait suivre l'aiguille, les deux aiguilles d'ailleurs, qui sont dans les pédicules vertébraux. Si vous voulez faire une ablation tumorale, ici une cryoablation d'une tumeur rénale, vous voyez, à 4,40 mm, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas la distribution des aiguilles, on est gêné. Si on veut avoir un peu plus et voir tout ce qui se passe, on passe à 100 mm. Là encore, un cas de métastase unique de cancer colorectal, la grosse lésion sous-capsulaire, le patient refusait l'intervention. On avait décidé de la traiter par cryoablation. Et vous voyez que si on fait un petit volume en 0,5 secondes, là on est un petit peu limité. Et du coup, on a fait une petite hélice en 2 secondes et on a cette fois-ci complètement notre volume d'ablation. C'est le détecteur de 4 cm à un certain compromis. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir assez facilement. C'est ce type d'acquisition, nous, on le fait en 2,5 secondes. Vous voyez, ça, c'est le temps de balayage du scanner. Une fois que vous avez ce type d'image, vous réalisez un MIP. Et comme il est automatiquement synchronisé avec la position de l'arceau, en 2 clics, vous obtenez ceci. C'est-à-dire cette image-là, vous la mettez en 3D et ça vous sert de roadmap pour mettre en place ce cathéter intra-artériel hépatique. Et puis si vous avez par contre un scanner comme celui d'Afshin ou celui de Boris Gugu à Montpellier, eh bien vous avez cette fois-ci une couverture de 16 cm ici. Cette image-là a été obtenue en 1/3 de seconde. Et maintenant, si vous répétez cette acquisition toutes les 0,3 secondes, ben vous obtenez ce type d'image. C'est-à-dire c'est une chimioembolisation pour des tumeurs neuroendocrines métastatiques. Et vous voyez des volumes 3D
et vous voyez parfaitement la perfusion et l'imagerie dynamique du foie en temps réel, comme vous l'auriez en angiographie. Donc pour conclure, je pense que c'est un outil qui est vraiment devenu incontournable. C'est, je pense, le meilleur des deux mondes, ou des trois mondes, même si on ajoute l'échographie dans une seule salle. L'approche multimodale, elle est importante, elle est soit séparée, soit combinée. Ça booste les activités, les indications, et puis nos deux radiologues interventionnels, parce que la particularité française, c'est toujours regarder ce qui se passe dans l'assiette du voisin. Et bien, chacun regardait sur ce qui se passait chez le voisin, et bien maintenant, on a tout. On a les deux modalités en une, donc c'est très bien. Et je pense que la prochaine étape, ça va être, vous voyez, il reste un peu de place de ce côté-là, ça va peut-être être de mettre un aimant, puisque la table peut tourner comme ça. Et mon rêve pour la prochaine fois, c'est d'avoir un aimant dans la 3e dimension, ici. Je vous remercie.